Allez, tu vas, allez! Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! Guardo Ballan, questo è l'attacco buono, partito la grande Alessandro Ballan. Ah, he takes it! Joy for cycling fans! Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du débrief by 2SAR13. C'est le 15e de cette saison qui devrait aussi être le dernier. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui nous a fait vibrer tout au long de cette saison 2021. Et pour cela, l'habituel, l'incontournable, je suis toujours avec Guillaume. Comment vas-tu, Guillaume ? Ah, ça va super. On fait cet enregistrement un peu en retard, mais bon, bah, Julien, le petit doublé, franchement, ça nous rend tous heureux. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, là on entre dans la période un peu plus hivernale, on va avoir affaire au cyclocross, donc c'est sûr, t'es un peu triste quand même de la fin de saison sur route, mais tu te dis qu'on va pas mal vibrer en cyclocross et qu'il y a d'autres très beaux sports qui vont arriver très rapidement, je pense notamment au biathlon. Donc non, c'est un peu mitigé, un peu mélancolique, mais on va dire pressé de voir les Coupes du Monde de cyclocross, notamment celle de Besançon. Donc non, top. Bon, du coup, comme rapidement expliqué, pour cet épisode, on va parler de tout ce qui nous a fait vibrer tout au long de la saison 2021. On va évoquer plein de points, ça va être dans le désordre, ça va pas forcément être linéaire. Et comme tu l'as bien dit juste en introduction de cet épisode, bah, on ne peut pas passer à côté de Julien Alaphilippe qui vient chercher un magnifique doublé au championnat du monde. Ouais, magnifique doublé et j'ai envie de dire masterclass de l'équipe de France. Mais on va pas se mentir que devant notre télé, on n'était pas forcément non plus très serein. Quand tu vois l'équipe de France embrayer si ma mémoire est bonne, c'est 160 km de l'arrivée, quelque chose comme ça. Yes, c'est ça, avec Benoît Cosnefroy qui est... Ouais, forcément, t'as peur, parce que tu te dis, imagine, Julien, il a un jour sans. Bah, du coup, après, nous, on passe pour des clowns et c'est vraiment une tactique à double tranchant. Bah, pour le coup, il y a rien à dire, ça a marché, hein. Et on a sacrément vibré, et surtout, ouais, c'est des championnats du monde qui sortent un peu de l'ordinaire parce que ouais, les grosses équipes ont pris leurs responsabilités, et surtout l'équipe de France, bah, de très très loin. Non, et puis on va dire, on n'attendait pas à ce qu'il soit aussi en forme. Et puis, moi j'ai envie de dire, c'était un peu un Julien Pistolero qui a mis des mines à répétition dans le final. Il était franchement impressionnant. Et ça a bien, on va dire, conclure une année qui était partagée pour lui, entre certes la naissance de son fils, mais après des performances qui étaient un peu en dessous des attentes. J'ai envie de te dire, on verra ce que ça donnera l'année prochaine avec une nouvelle fois le maillot de champion du monde sur le dos. Donc hâte de voir ça en 2022. Après, forcément, pour continuer, on va dire sur ce qu'on retient de 2021, moi de mon point de vue, j'ai vécu un très beau Giro. D'un côté, j'étais un peu déçu de la malchance de Ciccone sur le Giro parce que il était en forme. Je pense qu'il aurait pu largement chercher un podium. Et on sait à quel point le peuple italien attend la succession d'un Nibali et même d'un Ivan Basso un peu avant. Donc Ciccone, il aurait pu chercher un podium tant attendu sur un grand tour, mais au final, malchanceux sur le Giro, malchanceux sur la Volta, donc c'est dommage pour le grimpeur de la Trek. Ouais, et dommage pour le col que je devais grimper aussi. Ouais, la planche potentiellement, la super planche même. Ah, la super planche, aïe aïe aïe. Non, mais en vrai, même moi, j'étais dégoûté parce que franchement, déjà, bah, il m'a fait taire et surtout, il a fait un très beau Giro et franchement, ça aurait été génial de le voir aller au bout. Peut-être qu'il aurait pas eu le podium, il aurait peut-être fait 4-5, mais en tout cas, il était bien et franchement, des regrets pour cette édition du Giro pour Ciccone. Ce que je retiens aussi également du Giro, c'est d'un côté les échappées qui allaient très régulièrement au bout, avec la belle victoire par exemple de Victor Lafay, et surtout je pense notamment à l'exploit de Fortunato sur le Zoncolan qui vient offrir la première victoire d'étape en tant que manager pour Alberto Contador,
qui a notamment dû réaliser le défi Madrid-Milan qu'il a effectué, si je dis pas de bêtises, en août, avec une équipe de criminels à ses côtés. Et bien sûr, j'y pense encore en rigolant, les cris d'encouragement de Daniel Martinez envers Egan Bernal dans les grands cols. Ouais, c'est vrai que c'était un Giro quand même marquant au final. Et après le Giro, pardon, est quand même très souvent, enfin, est toujours plaisant à regarder en vrai. Avec leurs étapes de montagne dès les premiers jours, enfin, moi je suis fan. Bah, on a eu le droit ici à un Tour de France qui était quand même assez spectaculaire cette année, avec certes en première semaine, je me souviens des nombreuses chutes qu'il y a eu, mais aussi du spectacle, avec notamment Van Der Poel maillot jaune, Julien qui claque aussi une belle étape. Donc non, pour le coup aussi, le Tour de France a été assez spectaculaire. Certes, il y a eu pas mal de détraqueurs concernant Tadej Pogacar, mais après on refera un petit détour par Pogacar juste après. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais moi des souvenirs que j'ai du Tour de France, c'était un joli tour. Ouais, un joli tour. Après, pour le général, bon, c'est sûr qu'en termes de spectacle, on peut pas non plus dire que c'était haletant. Mais les étapes, enfin, les coureurs ont vraiment fait la course, même sur des étapes qui parfois paraissaient ennuyantes. Donc, bah, merci pour ça d'abord. Et une bonne surprise, très bonne surprise pour moi, ce Tour de France. Et maintenant, on espère trouver une personne capable potentiellement d'enverser Pikachu, hein. Ouais, ouais. Et ouais, ça va être le grand débat, quoi. Qui pour battre Pogacar? S'il fait le tour, après, peut-être qu'il aura peut-être des envies de, de Giro, pourquoi pas. Mais après, enfin, vu la physionomie du tour l'an prochain avec les pavés et tout, moi je pense que ce sera un beau défi pour lui, quand même. Bah forcément, moi de ce que je retiens aussi de 2021, bah, c'est l'explosion de Colbrelli. Ça a toujours été un coureur très talentueux de mon point de vue, qui a toujours bien marché, souvent très souvent placé, mais rarement vainqueur. Et vraiment, il a effectué pas mal de changements en 2021, on sait aussi le vélo à quel point c'est dur mentalement, que ça joue sur des détails. Et bah peut-être tout simplement, en plus des nombreux changements qu'il a effectués, notamment coach mental, diététicienne, etc. Certes, ça fait pas non plus exploser un coureur, mais par exemple, la victoire sur les championnats d'Italie, il a peut-être eu le déclic mental. Après, par exemple, j'en ai vu nombreux dire oui, Colbrelli sur les pavés sur Paris-Roubaix, bah on l'attendait pas, c'est une surprise. Enfin, oui et non, quoi. Colbrelli, ça a toujours été un classic man. Un puncher classic man, donc en soi c'est pas non plus une surprise. Après moi je fais toujours un peu l'avocat du diable, donc j'ai envie de te dire si il est avéré que Bahreïn ne tourne pas à l'eau avec Mohoric, Padoun et Pouls et compagnie qui ont vraiment fait une très belle année, bah voilà, bah on reviendra sur tout ça et on dira à quel point c'est dommage. Mais en tout cas, pour le moment, on a eu le droit du spectacle, du cyclisme champagne. Et bah forcément, quand je pense à Colbrelli et cette année, bah, je pense forcément à Paris-Roubaix. Et c'était une édition vraiment magnifique. Ouais, Paris-Roubaix, je pense que c'est vraiment la course qui a marqué énormément cette saison. Bon, déjà, parce qu'on n'a pas eu le droit à Paris-Roubaix l'an dernier. Et cette année, on a eu peur de ne pas y avoir le droit aussi. Donc franchement, un Paris-Roubaix de ouf. Bah, avec la pluie, voilà, on a bien vu que c'était glissant, mais un truc de malade. Et un scénario de fou aussi. Donc, encore une fois, enfin, on a une génération de coureurs qui font la course et qui ne sont pas dans les mêmes standards que dans dans les années Froome, par exemple, où tout était vraiment calculé. Je parle de manière générale. Là, on a vraiment un cyclisme, comme tu l'as dit, plus champagne. Et pour l'instant, bah, y a rien qui accable les coureurs. Donc, franchement, du beau spectacle. Après, forcément, on va parler là un peu plus des équipes continentales. Je vais commencer en parlant de la Uno X. Moi, la Uno X, ils m'ont particulièrement marqué cette année. Ça faisait du bien vraiment d'avoir des petites équipes faire la course et se la jouer en patron
et vraiment ne pas avoir peur justement de faire la course. Et franchement, c'était une tactique payante. Et il courait comme s'il n'y avait rien à perdre. Et franchement, moi, ça m'a bien plu. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous réserver l'année prochaine. Ils auraient mérité de gagner un peu plus, à vrai dire. Après, forcément, leurs bons coureurs vont être ciblés sur le mercato, mais franchement, ouais, ça a fait très plaisir. Surtout en début de saison, ils étaient vraiment omniprésents sur les petites classiques belges, etc. Donc, hâte de voir la suite. Bon, bah, Alpecin Phoenix ensuite, qui est dans le top 5 des meilleures équipes World Tour. Sauf que c'est une Conti. Franchement, masterclass, hein, avec Van Der Poel, Merlier et Philipsen. Ils ont tout gagné. Ils ont gagné sur les grands tours. Ils ont gagné des classiques. Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça rentre vraiment dans le top 5 des meilleures équipes de la saison. Et pourtant, elles sont pas en World Tour. Comme c'est l'équipe Conti numéro 1, ils ont le droit de participer à tous les grands tours et toutes les courses World Tour. Bah, enfin, franchement, la gestion de l'équipe, elle est propre, hein, parce que t'as quand même 3 têtes fortes et ils gagnent énormément de courses. Certains se sacrifient pour les autres parfois. Parfois un peu à tort, comme sur le Tour de France, sur les sprints. Mais les sprints, ils ont ramené des victoires. Et à mon avis, ils avaient d'autres cartes. Enfin, ils avaient des meilleures façons de faire parfois sur le Tour. Mais franchement, c'est une masterclass de management, je pense. Et pas grand-chose de plus à dire, je pense, en fait. 33 victoires pour l'équipe, hein, C'est cette année. phénoménal, hein. 33 victoires pour une équipe Conti. Enfin, quasiment faire, comme tu l'as dit, quasiment toutes les courses World Tour. Et la moitié de leurs victoires, c'est sur des courses World Tour, hein. Ils n'ont pas gagné que des courses Conti. Enfin, ils ont gagné des classiques. Bien sûr, on pense à Van Der C'est Poel qui gagne insane. l'Estrade, qui est ultra placé et ultra dominant tout au long de la saison. Un peu dommage pour lui qu'il passe à côté de deux monuments, encore une fois, entre Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, où il fait 2 fois deuxième. Enfin, deuxième au Tour des Flandres et troisième au Paris-Roubaix. On sait à quel point, quand même, c'est dur d'avoir toutes les étoiles alignées pour briller sur une course de cette ampleur. Donc, on espère pour lui qu'il saura bah, tout simplement avoir encore cette chance à l'avenir de pouvoir jouer la gagne sur un Tour des Flandres ou un Paris-Roubaix. On n'en doute pas, mais c'est quand même des courses particulières où il faut avoir toutes les étoiles alignées. Tout à fait d'accord. Et c'est un grand attaquant. Malheureusement, il lui manque souvent un petit quelque chose dans le final ou juste il a quelqu'un qui va le dépasser et une petite cote aussi parfois sur Van Der Poel, fringale dans les 30 derniers kilomètres. Mais franchement, ça va finir par payer. Il va remporter. Je ne vois pas un Mathieu Van Der Poel finir une carrière sans remporter un Paris-Roubaix, par exemple. Je pense que son tour viendra. En parlant de Mathieu, on va pouvoir aussi rapidement parler de Wout van Aert. On l'attendait quand même mieux de lui. Parce qu'il a commencé sa saison sur le Tirreno Adriatico en étant juste monstrueux. Vainqueur au sprint, capable de briller en montagne, briller en haute montagne même. Et après, on l'a senti quand même plus en difficulté dans les grands rendez-vous. Il n'avait pas la canne pour faire la différence. Mais on va pas quand même se le cacher. Il a été quand même ultra régulier tout au long de la saison. Je pense notamment en remportant Gand-Wevelgem, l'Amstel. Franchement, il a été impressionnant. À chaque fois vice-champion olympique de contre-la-montre, deuxième aux mondiaux, présent tout au long de l'année, vainqueur sur les champs. Franchement, il a été impressionnant. Et bien sûr, vainqueur de la double ascension du Ventoux. Ça, faudra pas l'oublier. Mais C'est fou. on s'attendait à mieux par exemple, sur les championnats du monde, sur Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres, qui étaient vraiment ces 3 gros objectifs de la saison. Mais on ne peut pas trop lui en vouloir non plus parce qu'il a fait une saison complètement folle encore une fois. Mais peut-être à l'avenir, voir pour la gestion du pic de forme, pour être, on va dire, un peu moins fort sur certains rendez-vous, mais vraiment être capable de gagner un monument. Tout à fait d'accord. Souvent, ses objectifs vraiment annoncés, c'est dommage, cette saison, il passe à côté. Et comme dit, quand il a à peine moins de pression, enfin, comme sur le Tour de France, enfin, double Ventoux, studio nous voûte, hein. Et après, il gagne au sprint au champ. Désolé.
Moi, j'ai une autre équipe qui m'a marqué. Alors déjà, mea culpa, une équipe qui a été finalement agréable à regarder, qui a mis un peu de temps à se mettre en route, mais qui a fait quand même une belle saison, je pense, pour une équipe qui est passée en World Tour vraiment sur la fin de saison. C'est Intermarché Wanty Gobert, qui franchement a été surprenante, je pense, c'est le mot. Mais à côté de ça, du coup, je peux pas m'empêcher de me dire pour une équipe World Tour que la team Kubeka, c'est trop limite ce qu'ils ont produit. C'est-à-dire que effectivement ils ont trois victoires d'étape sur le Giro d'Italia, mais après il y a rien. Il y a absolument rien. Il y a une petite victoire en Espagne de Nizzolo et encore Nizzolo sur la classique d'Almeria, mais sinon c'est tout. Donc franchement, saison décevante. Après le recrutement, on pouvait s'y attendre. Ils ont pris un peu des anciens espoirs déchus. Je pense par exemple, ils sont allés chercher Enao qui a absolument pas eu de bons résultats. Et ce que je retiens, de la Kubeka, c'est Nizzolo et évidemment surtout Campeners qui a fait un gros Giro. Donc assez décevant pour une équipe World Tour à mes yeux. Après, forcément, on peut pas oublier la malchance de Roglic une fois de plus sur les courses françaises. Chute sur leader sur Paris-Nice, chute sur la dernière étape. Chute sur le Tour de France alors il semblait être le plus fort encore une fois avec Pikachu. Et ouais, franchement, Roglic, c'est dommage parce qu'en vrai, des fois il est décrié parce qu'il est au-dessus de tout le monde, mais c'est un très grand coureur qui a beaucoup de respect, qui a toujours du temps pour ses fans. Enfin, vraiment, il y a que des belles images au final de Roglic. Et c'est vrai qu'il mériterait quand même de remporter son Tour de France et d'avoir un peu plus de chance en tout cas. Que dire de plus on lui souhaite le meilleur pour la saison prochaine. On espère qu'il y aura une belle rivalité entre lui et Pogacar, pourquoi pas sur le Tour de France. Après, voilà, c'est devenu le spécialiste de la Vuelta. Il remporte la Vuelta pour la troisième saison d'affilée. C'est insane, quoi. Ensuite, je ne peux pas prendre la parole sans parler du retour au premier plan de Mark Cavendish. Punaise. C'est la première fois que je regarde le Tour de Turquie tous les jours. Je te jure, j'étais devant toutes les étapes où il y avait les sprints. Et ouais, retour de Cavendish. Et en plus, on le retrouve sur le Tour au final suite à la non-participation de Sam Bennett. Et bah, que dire de plus c'est 4 victoires, c'est ça? 4 victoires sur le Tour de France. Qui espérait ça? Après, on l'a vu. Clairement, le train y est pour beaucoup. Franchement, on aurait pu mettre quelqu'un d'autre, je pense à un autre sprinter moyen dans le train. Il remporte au moins une ou deux étapes. C'est insane. Je repense à l'étape où ils font 1 et 2. Mais franchement, bon, bah, moi, mon plus grand plaisir, Cavendish de retour et fuck les rageux qui pleurent dès qu'ils voient les gens qui n'aiment pas gagner. Parce qu'il faut quand même le dire, hein, sur Twitter, il y a quand même quelques pleureuses alors quand c'est des Français, oh, on est trop content, c'est cool. Mais dès que c'est des étrangers qui ont pas toujours une très bonne réputation ou qui sont un peu moins aimés, bah, on leur crache dessus. Bah non. Bref. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Après, on revient à quelque chose de plus joyeux quand même, c'est le retour au premier plan de Jacobsen après sa chute du Tour de Pologne en 2020. Il est venu remporter des étapes sur le Tour d'Espagne. Franchement, ça fait très plaisir. Ça fait partie d'une des plus belles images de cette saison, je pense. Quand on sait par où il est passé, bravo pour ce retour, c'est incroyable. Et on a peut-être des chances de le voir, d'après Patrick Lefebvre, on a des chances de le voir sur le Tour de France, donc on va voir. Parce que Cavendish n'a pas encore prolongé de Canon Quick-Step, même si c'est apparemment, d'après les dernières informations, en bonne voie, on verra. Et enfin, on va continuer sur les deux Koenig, hein, avec un Green qui gagne au sprint sur le Tour des Flandres face à Mathieu Van Der Poel, encore une fois qui était deuxième. Et il se présente enfin comme l'un des plus grands du peloton. Et franchement, très belle victoire. Pas grand chose à redire, c'était propre. Il a fait une belle campagne. Non, mais comme tu l'as dit, la De Koenig, encore une fois, bah, saison stratosphérique de leur part. Donc là-dessus, on n'a pas grand-chose à dire. Enfin, c'est sûr que la De Koenig, bah, on n'a pas parlé d'Evenepoel par exemple,
qui est bien revenu aussi de sa chute. On n'a pas parlé d'Almeida, on n'a pas parlé de Ballerini, on n'a pas parlé de Cavagna ou de Sénéchal. Mais franchement, cette saison, 65 victoires. 65 victoires. Enfin, franchement, des stats hallucinantes. Encore une fois, c'est tout simplement la meilleure équipe de ce peloton. Et vraiment une marche au-dessus quasiment des autres. Mais on a encore des belles images à raconter de ce 2021 qui nous a marqué. Moi, je pense aussi à Tom Pidcock qui a explosé, on va dire, sur la scène, sur la route. On l'a vu quand même malchanceux parce qu'il s'est quand même cassé la clavicule. Il a eu du mal à revenir après ses JO de VTT. Mais faut bien rappeler que normalement, si la photo finish était juste, il aurait gagné l'Amstel Gold Race cette saison. Et, Ah oui, c'est vrai. Oh là et puis là. voilà, c'était quand même Tom Pidcock, ça a été un des coureurs les plus sympas aussi à suivre cette saison parce qu'il est dans le style un peu de la nouvelle génération, à attaquer, à être spectaculaire sur le vélo et à proposer vraiment un cyclisme spectacle. Ouais. Et bien sûr, forcément, quand je pense à 2021, je pense aussi à Movistar et Movistar, ils sont capables du meilleur comme du pire. Et Ah, mais ils sont trop forts. je pense à Miguel Ángel Lopez et le clash qu'il s'est passé sur la dernière Volta. Non, mais c'est pas possible. De... En tout cas, depuis qu'ils font leur documentaire à chaque fin d'année sur la saison sur Netflix, chaque année, ils arrivent à nous hype des mois avant la sortie parce qu'il se passe toujours une dinguerie. Mais là, le clash de Superman, genre sur Twitter, je me souviens, c'était n'importe quoi. Hein. Ils savaient même plus où était Lopez à un moment, s'il était entré dans la voiture, enfin n'importe quoi. Et en même pas quelques semaines, le coureur divorçait de son équipe en fait. Ils ont trouvé enfin, lui voulait partir et son équipe ne l'a pas retenu à mon avis. Ah, je sais pas si on va avoir le droit des images des conversations qu'il y a eu, mais allez, s'il vous plaît, Movistar, franchement, montrez-nous. On veut voir. Moi, je veux voir. Et on va finir sur une note sur les Frenchies. On a parlé de Julien Alaphilippe et de Julien Alaphilippe surtout. On peut aussi rapidement évoquer David Gaudu qui nous a fait un joli début de saison, qui a été un peu plus en difficulté, on va dire, sur la deuxième partie depuis le Tour. Mais surtout, on va parler de Benoît Cosnefroy qui est en train de tout simplement de se confirmer comme être l'un des plus grands talents de la scène française. On l'a vu d'une aide précieuse à Julien Lafilippe sur les mondiaux. On l'a vu faire podium aux Europes derrière Evenepoel et Colbrelli qui sont quand même les deux gros monstres aussi de la scène européenne. Et bien sûr, on se souvient aussi de sa très belle victoire sur la classique Bretagne au sprint face à Julien Lafilippe. Et notre cœur, il est toujours quand même franc-comtois. Et forcément, on pense à Thibaut Pinot qui est quand même, je pense, en très bonne voie pour faire une belle saison 2022, on l'espère. Il s'est remis de sa blessure au dos et je pense que c'est déjà pour lui sa plus belle victoire de 2021. Et je te laisse terminer, on va dire, cette saison, on va dire 2021, ce qui nous a marqué, en parlant de Tadej Pogacar, en parlant de Pikachu, quoi. Ouais, Pogacar, encore tout jeune, nous ramasse 2 classiques et un petit Tour de France, voilà. Je pense qu'il va falloir s'habituer à ce standard-là. C'est assez fou de se dire qu'il remporte la Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, plus le Tour de France. Franchement, le Tour de Lombardie, on avait un petit doute quand même avant parce qu'il semblait vachement en retrait sur les dernières courses, alors que Roglic dominait. Et au final, c'est totalement l'inverse qui s'est passé. Et franchement, félicitations et masterclass de notre Pikachu, hein, parce que franchement, Non, j'ai envie de te dire, seulement 23 ans, on n'a pas encore fini de parler de lui dans les années à venir. Certains disent que c'est une plaie pour le cyclisme. Pour l'instant, moi, je vois juste quelqu'un qui régale par son spectacle, son charisme, j'ai envie de dire, même à ce niveau-là. Et puis, son laisser-aller, quoi.
Ça a été une très belle saison 2021 quand même, on s'est bien amusé. Ça nous a fait plaisir de revoir du monde sur la route aussi suite à 2020 où c'était quand même très compliqué. Année Covid, on sent aussi des jeunes pousses françaises vraiment monter sur le devant de la scène. Enfin, je pense à la génération junior qui monte chez les espoirs avec Lenny Martinez, Romain Grégoire, Pierre Gautra et j'en passe. Et je pense que cette génération-là, on en entendra encore parler enfin, surtout dans 2 3 ans, où ils vont exploser vraiment sur le devant de la scène mondiale chez les pros. Et enfin, franchement, j'ai hâte parce que ils ont montré de quoi ils étaient capables. Et pareil, c'est pas des phénomènes à la Remco Evenepoel, parce que des Remco Evenepoel, il y en a un tous les 50 ans, même des Tadej Pogacar, j'ai envie de dire. Mais franchement, j'ai hâte de voir ces jeunes Français briller, pourquoi pas dès 2022. Je pense notamment à Romain Grégoire et Lenny Martinez qui seront à la Conti FDJ. Mais franchement, si le cru 2022 est le même que le cru 2021 en termes de spectacle, bah on risque de bien s'amuser sur le vélo. Et j'ai envie de dire, ça sera toujours avec Dossard 13. On vous réserve pas mal de nouveautés en 2022. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à follow le podcast, à nous follow sur les différents réseaux sociaux. Et je pense qu'on va pouvoir terminer sur ça. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Ouais, là, on a fait un bon petit tour, ni trop long ni trop court, et on va se projeter doucement sur la prochaine saison. Bon, bah, c'est tout pour Dossard 13. On vous souhaite une très belle journée. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et c'est tout pour Dossard 13. Ciao, ciao. Ciao.